Donc alors, on parlait des médecins qui étaient obligés de travailler de plus en plus avec tous ces problèmes-là. Et donc c'est vrai qu'on avait eu une discussion il y a quelques temps déjà avec Guillaume sur le burn-out, parce qu'on a l'impression qu'il nous guettait tous, ou alors on était en plein dedans, je pense. Et donc il y a une réflexion qui avait été menée et qui a abouti à une publication et puis à la présentation de ce soir. Bonsoir. Alors, juste un petit mot pour vous dire pourquoi je parle sur le burn-out, parce que je suis de base gastro-entérologue, mais j'ai eu pas mal d'activités de direction médicale pendant plusieurs années, et à force d'essayer de créer et de monter des choses avec les médecins, je me suis beaucoup intéressée aux médecins. Et j'ai découvert d'immenses difficultés dans le corps médical. Du coup, c'est un sujet qui retient mon attention et sur lequel j'avais écrit ce qui a intéressé Guillaume. C'est lui qui a intitulé le topo, assez ambitieusement, je dirais. Les 10 commandements pour résister au burn-out, je voudrais bien pouvoir vous les donner. Je vous les donne les 10. Ça me prend 10 secondes et puis on s'en va. Alors, je crois pas pouvoir y arriver en un coup. Juste, je voulais vous rappeler que le burn-out est quelque chose qui ne survient pas en un jour, mais arrive très progressivement, avec une multitude de petits signes et symptômes que je vous montre une première fois, mais que je vous remettrai à l'écran à la fin de la présentation. Ça, c'est juste pour avoir le temps de passer la parole à Guillaume, qui va vous présenter une étude réalisée chez les gastro-entérologues, parce que, oui, mesdames et messieurs, même les gastro-entérologues n'échappent pas au burn-out. Merci Marion. Je vais vous présenter cette étude qu'on n'avait pas présentée à cause du Covid, mais qui a été publiée dans Hegel. Vous vous rappelez, on avait rempli cette enquête tous ensemble en 2019. Et donc c'était une enquête effectuée uniquement auprès des patho-gastro-entérologues libéraux pour évaluer le risque de burn-out et votre vécu professionnel. Donc comment se passait l'enquête ? Je vous rappelle, il y avait un questionnaire global sur votre vécu professionnel, et puis il y avait ce qu'on appelle le fameux test de Maslach, qui est un test d'inventaire du burn-out pour évaluer notre risque de burn-out. Alors, il y a eu 70 hépatogastro-entérologues qui ont répondu au questionnaire de vécu, et il y en a eu un peu plus, parce que ça les intéressait visiblement à titre personnel, qui ont répondu au test de Maslach. Et vous voyez que les données ont été, m'ont un peu interpellé. Alors après, elles m'ont interpellé, mais elles sont équivalentes aux données anglo-saxonnes, puisqu'il n'y a que les Américains qui ont fait ces enquêtes-là. Vous aviez 32% des gastro-entérologues qui étaient en vrai danger de burn-out, 39% qui étaient à surveiller, orange, et sans sur-risque, 27%. Quand on regarde un peu, vous savez que ce test de Maslach, il y a 3 composantes dans ce test. Il y a une première composante sur ce qu'on appelle l'épuisement émotionnel. Bon, il y avait une répartition 25% vraiment en rouge. La dépersonnalisation, 26%. Et puis surtout, une impression de perte d'accomplissement personnel. On voit que les médecins résistent un peu mieux. L'épuisement émotionnel, visiblement, il résiste un petit peu mieux parce qu'on est habitué par notre formation à résister. Donc premier signe d'alarme. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé, vous savez que le burn-out, Marion va l'expliquer, le burn-out, c'est ce qu'on appelle un état d'hyperstress. C'est-à-dire, c'est des stress chroniques qui vous brûlent et qui, à la fin, vous vident complètement émotionnel. Vous êtes comme un immeuble haussmannien, vous n'avez plus que la façade, il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est le désert. Et donc, cet état d'hyperstress, on a mesuré dans cette enquête votre niveau de stress. Vous décriviez votre niveau de stress sur différents items. Et donc, on a essayé de corréler les high level de stress et on a regardé les facteurs corrélés pour essayer de détecter les facteurs finalement associés au burn-out. Alors, on a regardé ces facteurs associés au risque de burn-out. C'est surtout des facteurs de description avant et après le travail, le fait d'avoir moins de 50 ans. Et ce qui est très intéressant, mais ça, je m'en doutais un petit peu parce que ça corrobore les données anglo-saxonnes, c'est que le risque de burn-out n'est pas lié au volume d'activité professionnelle. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas votre volume d'activité, c'est l'environnement que vous avez autour qui est responsable de 2/3 du burn-out, et il y a 1/3 qui est personnel, qui est lié à et notamment les médecins, c'est notre surinvestissement pour
exercer de façon efficace, et puis une moins bonne, enfin c'est le risque personnel, c'est une moins bonne capacité de résilience et de résistance. Alors quand on regarde les facteurs, bon c'est trop petit, j'arrive pas à lire, mais c'est le nombre d'heures de loisirs, donc faible nombre d'heures de loisirs, je gagne pas assez bien ma vie, on me demande d'en faire de plus en plus pour maintenir mon niveau d'activité, je suis fatigué à la fin d'une journée de travail, je revis les moments difficiles de ma journée le soir quand je me couche, je dors mal, j'appréhende ma charge de travail quand je vais commencer ma journée, j'ai pas de plaisir à voir mes copains au boulot qui sont plus des copains, mon niveau de stress est inacceptable, mon niveau d'équilibre au travail est pas bon et le niveau d'équilibre global n'est pas satisfaisant. Donc ça, c'était les facteurs principaux, et quand on regarde les facteurs avec un petit p significatif mais un peu moins significatif, c'est le matin je me réveille, je suis fatigué, le matin j'ai pas envie d'aller travailler, au bout du bloc je suis rôti cramé, j'ai moins de 50 ans, le soir quand j'arrive je peux même plus aller promener le chien tellement je suis fatigué, je suis fatigué en fin de consultation, j'ai des difficultés financières, j'ai même fait un épisode dépressif récent et je suis trop centré sur mes objectifs financiers. Voilà, donc vous avez les détails de cette enquête qui est dans Hegel, que je vous conseille de lire. Alors moi, ce qui m'a un peu surpris, quand j'avais eu les résultats de cette enquête, j'avais interpellé quand même, c'était au moment du livre blanc, je me disais ce serait bien de le mettre dans le livre blanc. Et puis on m'a répondu, alors pas Patrick, mais c'était le responsable de la SNFGE d'Ahors qui m'a répondu d'un petit revers de manche en me disant les gastroentérologues, vous gagnez bien votre vie, donc arrêtez de vous plaindre. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même un signe d'alarme et qu'il faut s'en occuper. Alors là aussi, le data scientist va me dire oui, mais ceux qui ont répondu à l'enquête, c'est des gens qui étaient déjà en pré-burnout, ils ont été sensibilisés par ça. Oui, c'est probablement un biais important. Marion, à toi. Bon, alors maintenant, à nous de l'éviter, hein, à vous. Donc là, j'ai centré évidemment le topo sur les gastro-entérologues libéraux qui sont dans la salle de tous âges, mais je rappelle que tout gastro-entérologue travaille forcément en établissement de santé, au moins privé, souvent à une activité en public parallèle, donc à affaire à quelque chose que nous avons découvert récemment, qui est le management. Le point commun, en tout cas, de toutes ces activités, et on a tendance à l'oublier, c'est que c'est juste un travail. Et qu'il y a une question à se poser en priorité et qui est indispensable à se poser quand on commence à avoir du mal à assumer ce qu'on fait, c'est quel est mon rapport au travail. Et donc, je vais vous fournir une sorte de boîte à outils anti-burnout, avec des facteurs de non-accès au burn-out. D'habitude, on essaie d'accéder aux soins. Là, on va essayer d'éviter le burn-out. Parce que l'idée, en fait, c'est d'interrompre la spirale en route. De prendre le temps de se poser les questions qui sont possiblement adaptées à son cas personnel. Et ensuite, de trouver le moyen, au fur et à mesure, de faire quelques correctifs. Donc je vais vous décliner ça en 10 chapitres. Le premier, c'est tous les trucs habituels, et puis ensuite on va réfléchir un petit peu à notre boulot. C'est rare qu'on y réfléchisse. Alors les conseils habituels, c'est simple. Écoutez, suivez-les tous à partir de demain et puis tout ira bien. Voyez votre famille, profitez de vos amis, faites donc du sport, prenez plus de vacances ou partez en vacances, détendez-vous, mangez bien, mangez équilibré, dormez bien, reposez-vous surtout, allez vous faire masser, allez vous faire coacher. Enfin, globalement, c'est un peu tout ce qu'on explique aux patients et nos problèmes, il y aura plus de stress. Ça serait trop bien. Maintenant, on va se poser un petit peu d'autres questions. Et on va commencer par le sens et la place que l'on donne à son travail. Alors, quel est le sens de notre travail à nous gastro-entérologues ? Et je voudrais vous demander de vous poser cette question. Si vous deviez de nouveau choisir votre métier, est-ce que vous referiez médecine ? Pourquoi on a choisi ce métier ? Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Quelles sont en fait vos valeurs prioritaires et vos priorités? Est-ce que vous avez pris le temps à un moment de les définir ou de les redéfinir?
Ou est-ce que depuis le début de votre activité, c'est des priorités qui sont finalement restées floues parce que vous avez remis à demain la définition de ces priorités? Qu'est-ce que vous attendez le plus de votre boulot? D'être le meilleur techniquement, d'être bien positionné socialement, de structurer votre vie, votre temps, parce que le travail, ça permet de voir du monde, de rencontrer des gens, de faire des projets. Ça donne pour certains un vrai sens à leur vie. Est-ce que vous attendez de la reconnaissance? C'est possible. Ou est-ce que vous attendez plus basiquement de bien gagner votre vie avec ce métier médical? La question à se poser, c'est est-ce qu'on a l'impression d'être en accord avec ces valeurs? Est-ce qu'on a l'impression d'être en accord avec ses priorités, avec ses attentes? Et sinon, si on répond non, finalement, aujourd'hui, je me sens pas en accord avec ces valeurs-là, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans le champ du sens de mes valeurs? Il faut que je réfléchisse à quelque chose, que je fasse un petit point avec moi-même. Parce qu'un boulot qui a pas de sens, c'est pas très gratifiant, on le sait bien. La deuxième question sur le sens et la place de votre travail, c'est l'intégration entre le travail et la vie privée. Et là, c'est un petit peu comme quand on va faire des travaux chez soi, c'est en quelque sorte mesurable. On peut faire une sorte de point technique, on peut poser une addition. Réfléchir à comment se répartit votre énergie et votre temps de travail. Et ensuite, une fois que vous avez essayé de réfléchir à cette répartition, temps de travail, énergie, par rapport à votre vie privée et votre vie professionnelle, est-ce que vous souffrez d'un déséquilibre? Et est-ce que votre famille en souffre? Parce que c'est possible que l'un souffre et pas l'autre. Et si c'est le cas, comment vous pouvez faire pour essayer de remettre la balance un petit peu plus horizontale? Alors, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à digérer, surtout en gastro, c'est bureaucratie, hiérarchie et management. Donc l'administratif peut donner un grand sentiment de manque d'autonomie. Question, est-ce que vous vous sentez étouffé par ce poids de la bureaucratie? La compta, les papiers, les logiciels, les secrétaires à gérer, les déclarations, les documents réclamés sans arrêt par les patients. Là encore, ce sont des items qui sont relativement mesurables et sur lesquels on peut faire une sorte de petit point technique en se demandant comment on peut faire évoluer ça pour être plus maître de sa propre organisation. On peut peut-être élaguer certaines choses. Je vais en reparler en ce qui concerne l'administratif. On peut peut-être aussi apprendre à faire de l'administratif et c'est beaucoup moins stressant quand on sait le faire que quand on redoute d'avoir la déclaration d'impôt à préparer au mois de décembre et qu'on commence à en être malade mi-novembre. Alors ensuite, il est important de se poser les questions dès lors qu'on met le pied dans un établissement de santé sur le poids du management. D'autant plus que c'est pas des questions habituelles que se posaient les médecins qui étaient très habitués à gérer eux-mêmes leur propre organisation. Alors que ce soit les directions, que ce soit les confrères, les associations, les organisations, est-ce que ça vous pèse de travailler dans un établissement de santé? Et si oui, quelle part ça représente dans votre malaise ressenti au travail et dans ce que vous pouvez ressentir? Il faut aussi réfléchir aux problèmes que vous avez pu rencontrer. Généralement, on commence à rencontrer des petits problèmes avec une ou plusieurs personnes et des problèmes non résolus. Ça finit par devenir des vrais conflits. Ils sont des petits conflits et qui deviennent des gros conflits et qui mènent dans des impasses qui sont très très stressantes au boulot. Donc il faut se poser la question, dans l'établissement où on travaille, quelle est ma place ? Est-ce que je suis une force d'opposition? Est-ce que je suis systématiquement contre tout? J'en ai connu personnellement un certain nombre. Ou est-ce que je suis force de proposition? Parce que force de proposition, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que je m'implique quand il y a du travail collaboratif, quand il y a des réunions pour mieux organiser de l'endoscopie par exemple? Est-ce que je m'en vais ou est-ce que j'essaye de faire quelque chose, ce qui peut me donner un sentiment de faire quelque chose de positif? Et ensuite, alors c'est pas du big data, mais c'est l'intelligence collective, parce qu'avant qu'elle soit artificielle, moi je trouve que il faut d'abord qu'elle soit collective, et que c'est très important en médecine de faire de l'intelligence collective. Et elle est développée basiquement depuis toujours dans les réunions, dans les staffs, dans les RCP.
Mais on a aussi tous maintenant accès à des forums en ligne qui permettent d'échanger d'une part et de bénéficier d'intelligence collective de la part des collègues. Alors parlons un petit peu de la perception de votre travail. Et on en a déjà évoqué cette partie tout à l'heure. Quand on parle de charge de travail, il faut bien réfléchir à quoi on se compare en termes de charge de travail. Alors moi, personnellement, tout à l'heure, qu'est-ce qui a parlé des plombiers? Il y avait sur une diapo, on parlait des plombiers et des électriciens, mais moi je vois beaucoup les médecins se comparer aux coiffeurs, et ça m'agace. Parce que franchement, je trouve qu'il n'y a rien de comparable entre le métier d'un coiffeur et le métier d'un médecin. En tout cas, votre charge de travail, c'est ce que tu disais, Guillaume, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup que finalement on risque plus le burn-out. Donc il faut se demander, votre charge de travail, est-ce que vous vous l'imposez ou est-ce qu'on vous l'impose? Ça change quand même quelque chose. Et puis vous la mesurez par quoi? Par rapport à quoi? Par rapport aux 35 heures? Moi, je trouve que les médecins qui veulent travailler 35 heures, ça m'étonne un peu. Parce qu'un cadre normal en France travaille beaucoup plus que 35 heures. Donc, c'est un petit peu surprise, mais bon, peu importe. En tout cas, une journée très remplie pour vous, est-ce que ça veut dire que vous avez une importante charge de travail? Peut-être, peut-être pas. Quand on parle de charge de travail, c'est important d'être objectif. C'est-à-dire, quelquefois, on a l'impression qu'on a bossé comme un fou. Mais je vous incite, quand vous avez cette impression sur une durée récente, de réfléchir à une charge de travail calculée objectivement, c'est-à-dire de refaire un bilan des heures de travail que vous avez fait dans la semaine ou par jour, sur les 15 derniers jours ou sur le dernier mois, tenant compte des jours où vous travaillez pas et des jours où vous êtes parti en vacances. Et souvent, ça permet de rétablir un petit peu cette impression qu'on a travaillé comme des fous, sauf si on travaille vraiment comme des fous. En termes d'efficacité au travail, alors, un point important dans l'efficacité, en fait, c'est pas celle qu'on vous impose, c'est l'auto-évaluation qu'on en fait. Et c'est ça, c'est un gros indice personnel de satisfaction que d'être satisfait de sa propre efficacité. C'est mieux que ce soit vous qui soyez satisfait et pas les gens qui vous encadrent. Et en pratique, même si on vous fixe des objectifs, c'est la réalisation de ce que vous estimez personnellement être votre objectif qui est le plus important à vos yeux. Donc, question à se poser, qui me fixe mes objectifs? Est-ce que ce sont mes objectifs à moi ou est-ce que ce sont ceux que me fixe mon établissement? Est-ce que je tente de me conformer aux objectifs du système? Concrètement, vous la mesurez comment, votre efficacité? En nombre d'endoscopies à pratiquer, en nombre de lits à remplir ou à vider d'ailleurs, en nombre de consultations à faire dans une journée, à la traçabilité de vos actions. En pratique, est-ce que vos objectifs sont en adéquation avec la réalité? Donc, si vous vous dites je vais faire 25 endoscopies par séance et que vous travaillez dans une clinique où le brancardage dysfonctionne et où les anesthésistes boivent beaucoup de café, vous n'y arriverez pas. Bon. Donc il faut que les objectifs soient en accord avec la réalité des faits. Il faut qu'ils tiennent compte de tous les paramètres sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Ne vous fixez pas des objectifs qui sont pas atteignables. Il y a des définitions quand on se fixe des objectifs. Il faut qu'ils soient atteignables, il faut qu'ils soient mesurables, et il faut savoir qui va les mesurer. Pas seulement la haute autorité de santé quand elle va faire sa visite d'accréditation. Il y a les petits objectifs intermédiaires que vous pouvez définir temporellement et essayer d'atteindre petit à petit pour votre propre satisfaction. Alors, en termes d'investissement émotionnel par rapport aux patients. L'investissement émotionnel, il repose beaucoup sur des croyances chez les médecins. Et les croyances, c'est quelque chose de très important dans les échanges d'ailleurs avec les patients. Et les médecins gardent des croyances que parfois il leur faudrait un petit peu sublimer. Par exemple, ils se sentent des grosses responsabilités par rapport aux patients. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de responsabilités, j'ai pas dit le contraire, mais on n'est responsable ni de leur maladie, ni de leur demande excessive, ni de leur disparition. Toujours dans les croyances des médecins, on note une vraie naïveté face au nouveau paradigme.
C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut qu'on soit vraiment disponible quand les gens nous réclament quelque chose en plus, des consultations, des urgences, etc. Mais ne soyons pas naïfs. Si on n'est pas là, ils vont aller en voir un autre sans aucun état d'âme. Ils vont même aller voir votre associé dans le bureau d'à côté, hein. L'air de rien. Ils vont même pas dire que vous les suivez. C'est un truc de fou. Quand on a un dossier commun, on dit bah c'est le docteur machin qui vous suit. Ah bah oui, ils sont très étonnés qu'on s'en aperçoive. Et puis ils vont faire appel à un patient, à un médecin en télémédecine. Ils vont aller faire une téléconsultation pour poser leurs petites questions. Donc faut pas être naïf, on n'est pas indispensable. Et puis notre dernière naïveté, c'est aussi qu'on attend de la reconnaissance. Et quand on accepte de prendre un patient en plus à 8h du soir au lieu de rentrer dîner chez soi, on pense qu'il devrait nous dire merci, mais il dit jamais merci. Il trouve ça normal. Donc concernant cette implication émotionnelle extrêmement forte des médecins, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à essayer de prendre du recul. On vous dit pas merci, tant pis. Tant pis. Finalement, quelqu'un d'autre va vous dire merci. Si c'est pas le patient, c'est pas grave. Il faut accepter de faire des compromis entre les demandes des patients et les vôtres. Et puis, il faut apprendre, parce que je pense que ça s'apprend, à rester bienveillant quand on est agressé. Parce que si on répond à l'agression par l'agression, là, on va couler encore plus rapidement. Tout ça repose sur des techniques dont je vais reparler un petit peu plus loin, qui sont d'apprendre à faire du recadrage, de la reformulation et à débriefer les choses avec les patients. Alors, on va terminer avec la notion d'estime. Alors, l'estime entre professionnels. Ce petit escalier peut vous faire sourire, mais je pense qu'il reflète bien la réalité. Il existe en effet une solidarité entre professionnels de santé, mais je dirais qu'elle est un petit peu parfois en pointillé. C'est-à-dire de celui qui se sent supérieur à celui qui se sent inférieur. Je vais pas vous apprendre quelque chose. Vous savez que pour s'apprécier, il faut mieux se connaître. On peut pas apprécier les gens qu'on connaît pas. Et il faut avoir de la considération non seulement pour soi, mais également pour les autres. Et le seul moyen que je connaisse de mieux connaître les gens, bah, c'est de les rencontrer, de dialoguer et d'apprendre à expérimenter. Alors les gastro-entérologues, ça fait longtemps qu'on expérimente le dialogue, on a des staffs, on a découvert le vrai intérêt de la pluriprofessionnalité dans les RCP. Il a fallu quelquefois un petit peu tirer pour amener les médecins en RCP, mais je trouve qu'ils sont vraiment très contents. Je ne suis pas là pour faire la publicité des CPTS, mais je vais juste vous rappeler que ça fait partie des plans santé d'avenir, qu'on considère que c'est quelque chose d'incontournable, et que les RCP, que les médecins pensent avoir inventé tellement c'est bien, alors qu'on les a forcés à faire des RCP, et les CPTS sont sortis de l'esprit de la même personne, Agnès Buzyn, dont l'idée est que il faut que les gens travaillent ensemble. Donc le principe de la CPTS, c'est juste ça au départ, c'est que on apprenne à connaître le gars qui travaille dans l'immeuble d'en face et qu'on connaît pas. Donc il faut y réfléchir et pas être forcément opposé. L'estime que l'on nous porte, elle nous fait beaucoup souffrir. C'est clair qu'on a l'impression qu'on ne nous aime pas. On a une perception de déconsidération. On est déconsidéré par toutes nos administrations. On est déconsidéré par ceux qu'on nous demande de travailler, de ne pas être rémunéré, d'être investi gratuitement, de faire beaucoup de bénévolat. On nous donne beaucoup de contraintes. Et il faut que on réfléchisse, et c'est l'article qui a intéressé Guillaume d'ailleurs, qui était médecin, aimons-nous nous-mêmes. En fait, on s'aime pas les médecins. C'est marrant parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne nous aime pas, mais nous, on s'aime pas. On n'arrive pas à dire on est des gens vachement bien, mais on est des gens vachement bien. On est vachement bien humainement, on a des qualités que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Et donc je pense, moi, c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, qu'il faudrait que les médecins aient un discours plus audible à tous les niveaux, et que la rémunération, à mon sens, elle vient après qu'on ait valorisé la profession.
Parce que quand on demande tout le temps de l'argent en premier, on n'arrive pas à l'obtenir. On voit bien, on pleure parce qu'on a eu 2 euros il y a quelques années. Mais je pense que la profession devrait elle-même insister sur sa propre valorisation. Alors on va parler à l'estime de soi et je vais vous laisser quelques instants pour regarder cette petite table de multiplication. Je suis désolée, j'ai pas révisé avant de l'écrire. Donc ça y est, vous avez vu et vous avez évidemment tous noté que j'ai fait une erreur. Comme d'ailleurs peut-être vous avez noté que je me suis trompée dans les numéros de mes diapos. J'ai inversé les 8 et les 9. Désolée. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez fait là? 9 fois 9, il y avait 8 réponses bonnes et vous avez tous vu la mauvaise réponse. Et en fait, vous avez tous vu le verre à moitié vide. Et ce qui serait pas mal, ça serait de voir le verre à moitié plein. Et ça relève d'une tendance qui est assez répandue, de voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein. C'est pareil avec l'estime de soi-même. L'estime de soi-même, c'est quelque chose de fragile, où on voit prioritairement ce qui ne va pas. Et il faut donc être extrêmement attentif et vigilant à votre environnement et à tout ce qui peut y être fragilisant et prendre du recul. En fait, à partir d'un certain âge, et quand on arrive à exercer la médecine, on a déjà un certain âge, même si c'est plus difficile quand on est jeune apparemment, on peut rêver avec notre statut d'être compris et reconnu par les patients. Mais c'est un rêve et pas forcément atteignable. Et en tout cas, si on veut être compris et reconnu, il faut au moins s'engager dans les relations et en tout cas, prioritairement, je dirais, avec sa profession. Et ça rejoint ce que je disais, il faut apprendre à dialoguer et à s'engager avec les autres. Alors, j'ai essayé de vous faire réfléchir à votre travail et maintenant, puisqu'on m'a demandé de vous donner les conseils pour résister au burn-out, je vais me lancer. C'est peut-être un peu osé, hein. Alors, premier conseil, protéger son énergie. Il ne faut pas se focaliser sur les critiques. Les médecins, on nous critique parce qu'on est des gens importants. Si on n'était pas important, tout le monde s'en ficherait. On nous verrait passer, il n'est pas important, je ne vais même pas le critiquer. Les réseaux sociaux illustrent très bien ce pouvoir de la critique. En fait, on entend plus celui qui braille et qui dit n'importe quoi que celui qui fait son petit tweet bien calmement, puisque je suis beaucoup sur Twitter. Ensuite, il faut valoriser notre légitimité. On a des valeurs morales, on a des valeurs éthiques, on est très impliqué dans notre boulot. Mais on ne dit jamais, on demande des sous, on demande de nous augmenter la consultation. Disons d'abord qu'on est les meilleurs. Après, on dira, puisqu'on est les meilleurs, on peut nous payer. Et donc tous ces adjectifs et ces mots que je vous ai listés, peu de professions peuvent se vanter de les suivre comme nous. La troisième chose pour économiser son énergie, c'est que je crois, et je suis pas la seule, mais certains psychiatres peuvent vous faire passer des années à essayer d'expliquer pourquoi vous avez des problèmes. Et à mon avis, à un moment, quand on a des problèmes, peut-être il faut arrêter de les expliquer et passer vers quelque chose qui est la communication orientée vers les solutions. Ça peut se faire aussi avec les patients. C'est plutôt rechercher des solutions que de continuer inlassablement à tourner autour de ces problèmes. La deuxième chose, c'est d'apprendre à vivre avec son temps. Alors, on en a déjà évoqué tout à l'heure la délégation des tâches. Attention au bon vieux temps du pouvoir médical, le temps où on nous payait à l'acte correctement, le temps où on faisait tout nous-mêmes et on n'était pas obligé d'aller partager ça avec des manips d'échographie, des infirmières qu'on s'est pas formées et des sages-femmes qui prennent le lead. Dès lors qu'on propose ça aux médecins, ils disent non, moi je préférais le bon vieux temps. Mais non, c'est fini, on va évoluer forcément vers ça. Donc il faut pas forcément s'y opposer. Et pareil pour le digital. Alors moi j'étais très impliquée en télémédecine
Et j'étais tout le temps, je rencontrais en permanence des gens qui disaient faire une consultation à distance, c'est pas possible. Mais en fait, c'est vrai que j'ai commencé, j'étais un petit peu surprise qu'un gastro puisse faire des consultations à distance. Oui. Et non seulement il peut le faire, mais en plus ça permet de réapprendre la valeur essentielle de l'interrogatoire qui permet, je le rappelle, de faire 80% ou d'évoquer au moins 80% des diagnostics en médecine. Donc il ne faut pas oublier que toute proposition d'évolution dans la santé ne cache pas une volonté de maltraitance à laquelle il faut s'opposer. Peut-être qu'on pourrait suivre, parce que finalement ça nous dépasse à chaque fois, et à chaque fois on nous l'impose. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Je vais bientôt en finir avec mes conseils. Donc il faut un petit peu aussi essayer d'apprendre à prendre du recul avec les patients. Prendre du recul, ça se fait pas par enchantement parce qu'on l'a décidé. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre du recul. Je le prendrai aujourd'hui, mais je l'aurai plus demain. Prendre du recul, ça demande de faire appel à quelques stratégies techniques ou technologiques. Se former, ça permet beaucoup de prendre un petit peu de hauteur et de recul. Alors, pas seulement se former en médecine. J'évoquais le mois de décembre avec son cortège épouvantable de comptas que bien sûr vous avez laissé traîner toute l'année. Et votre comptable vous a déjà écrit qu'il fallait commencer à lui mettre les papiers en ordre. Et ça vous saoule parce que ça fait 10, 20 ans que vous comprenez rien à la comptabilité. Ben, quand on fait une formation à la comptabilité d'un cabinet libéral, ben, on est beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux et on n'est pas stressé 11 mois sur 12 en se disant que le 12e mois, on va limite se suicider parce qu'il faut faire ça. Ensuite, on peut aussi faire un travail sur sa personnalité. Il y a énormément de formations, de coaching, de réactions face au stress. Il y a beaucoup de formations de communication non violente, dont certaines sont centrées sur les professionnels de santé. Et c'est très intéressant d'apprendre à faire ces formations. Parce que tout ça, ça permet d'avancer dans ce qu'on appelle la communication médicale. Et la communication médicale, c'est quelque chose de très important. Je dirais que tous les médecins sont intimement persuadés qu'ils ont une communication adaptée avec leurs patients. Alors malheureusement, j'ai pas pu intégrer un film parce que je suis pas du tout douée là-dedans, mais il y a un médecin cancérologue français qui travaille aux États-Unis qui est passé récemment dans une émission et qui disait mon malade, je lui explique et il m'obéit. Voilà. Donc ce gars, il expliquait qu'il était le meilleur en communication médicale et non, c'est pas vrai. Et en fait, la communication médicale, elle est assez peu enseignée. On essaye maintenant dans les débuts de médecine de l'enseigner, mais elle est constituée de plein de tactiques. Et ces tactiques, elles s'apprennent, et elles s'apprennent à n'importe quel âge. Moi, j'ai appris très tard, et non pas très tard, mais au milieu de ma carrière, et j'en ai été très satisfaite et soulagée, et mes patients également. Donc il y a des livres, il y a des formations, on peut apprendre à apprendre des mauvaises nouvelles aux patients, et on peut apprendre la communication non violente. Alors je vais finir avec ça. Là je vais être claire, dans cette salle, il y en a qui sont pas en burn-out, j'espère, mais en tout cas qui se sentent fragiles émotionnellement et qui sont sur le fil du rasoir. Et là, les conseils que je vais donner, c'est pour un peu tout le monde, mais prioritairement pour ceux qui se sentent le plus fragiles. Tous ceux qui sont là, je sais pas quel est le pourcentage, sont leurs propres médecins traitants, évidemment. Donc si on n'a pas de... Et puis si vous avez un médecin traitant, c'est un copain et vous osez pas aller lui en parler. Donc là, il est clair, il faut s'arrêter et il faut se recevoir soi-même en consultation. Et il faut identifier les signes avant-coureurs de burn-out. Et s'ils sont présents, c'est pas soi qu'il faut consulter. Il faut aller voir quelqu'un d'autre et il faut aller en parler. Et c'est d'ailleurs pas à des médecins que je vais expliquer l'importance d'un regard extérieur. Donc je vous remets ce que je vous avais fugitivement mis au départ, que vous aurez le temps de lire pendant qu'on va un petit peu discuter, et qui sont les signes d'alerte de burn-out. Et si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas, allez voir quelqu'un.
Merci beaucoup. Extrêmement intéressant. Ouais. Alors, certains se reconnaîtront là-dedans. J'ose pas regarder. Alors, on a pris énormément de retard. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se fasse juste 2 questions et puis les autres questions, on discutera au dîner, tout simplement, tout à l'heure. Donc, s'il y a 1 ou 2 questions, mais très courtes. Sinon... Alors, c'est pas une question, c'est une réflexion. Courte. Un peu d'historique. J'ai connu l'époque où il n'y avait pas de burn-out chez les gastro-entérologues, et là, vous allez me prendre pour un horrible macho. Nous avions le repos du guerrier. Les gros cabinets de groupe qui étaient ceux de Lille, de Nancy et de Marseille, qui ont été à la création du CREG, avaient tous une épouse qui s'occupait des enfants, de la famille, de toutes les tâches matérielles. Oui, tu es macho. C'était une époque. Je ne dis pas qu'il faille la renouveler, mais c'était comme ça. On vivait heureux. Alors maintenant, j'ai bien entendu toutes les possibilités qu'il y avait pour lutter contre le burn-out. Vous avez, madame, oublié un avenir qui est la santé intégrée. Et Guillaume la connaît bien. Nous avons 20 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Il faut maintenant faire des groupes avec médecins, sages-femmes, infirmières et professionnels de thérapie complémentaire dans lesquels vous avez des chamans, des spécialistes de l'hypnose, de la méditation, etc. Et vous trouverez dans ces lieux la possibilité également d'avoir une vie meilleure. Merci Fernand, tu nous expliqueras un petit peu tes repos de guerrier. Alors, je peux juste répondre. Une femme va te répondre. Une femme va répondre. Monsieur Vicari, j'ai grandi dans le service du professeur Raymond Collin, qui disait la gastro-entérologie n'est pas fait pour les femmes. D'accord. Mais il a été submergé, hein. Finalement. Alors, je suis désolée. Je sais que ça vous intéresse beaucoup la médecine que vous appelez intégrative. Malheureusement, j'ai pris tout à fait un autre parcours parce que je fais partie d'un groupe de médecins qui s'appelle les No Fake Med et qui luttent contre la désinformation en santé et en particulier contre toutes ces pratiques alternatives qui se développent n'importe comment. Donc, je sais pas quoi vous répondre. Mais bon, le temps des femmes qui géraient votre cabinet, maintenant il y a 60% de femmes qui font des consultations et leurs maris ne veulent pas. On a beau essayer. On va passer à la communication suivante.